Monsieur Cadeau fait à sa mort un legs de 30 000 francs à la ville, somme destinée à l'exécution de travaux de salubrité ou d'utilité publique. Avec cette somme, la ville se rend acquéreur de l'immeuble Cormont. La maison sera démolie et son emplacement couvert, ainsi que tout l'espace compris entre la rue du Centre et le quai. Les travaux de démolition et de construction, sous la direction de monsieur Jaillet, architecte, s'achèvent en 1913. Je me souviens que c'était un peu le terrain de jeu des gamins. Hein, les garçons jouaient au foot, enfin, et puis ceux qui avaient la chance d'avoir des patins à roulettes, c'est du patin à roulettes. Et je me souviens que, je pense que c'était le samedi, d'après moi, où les dames venaient de la campagne avec leur panier, avec des œufs, des fromages de chèvre, et ça, je me rappelle très bien. À la fin, il y avait même, si vous savez, les gens passaient avec leurs chiens, les chiens levaient la patte, non, c'était vraiment, c'était devenu un peu, pas sale, mais négligé. Soucieux de donner satisfaction aux réclamations formulées par la population et les fermières, et dont le placier s'est fait fréquemment l'écho, au sujet des courants d'air circulant du passage Cadeau, le conseil municipal a décidé le transfert du marché du beurre et des œufs dans les locaux de la Grenette. Cet emplacement, devenant vacant, a vivement intéressé M. Parsecoff et son associé M. Berger, propriétaires d'une agence de films à Lyon, qui ont demandé à le louer aux fins d'aménager à leurs frais une salle de cinéma. Cette demande a été acceptée avec faveur par le conseil municipal. Il appartient au conseil municipal de prendre une décision d'intérêt général et en toute objectivité, la création d'un fonds de commerce supplémentaire à Tournu ne peut que procurer à la ville des ressources supplémentaires. De même qu'elle donnera, nous en sommes certains, satisfaction à la population qui, il faut bien le dire, n'a pas à sa disposition actuellement de cinéma moderne. Donc il était parti de Turquie au moment du génocide. Sa famille apparemment était d'Istanbul. Donc ils n'ont pas été vraiment pris dans ces marches, etc. Mais ils avaient senti l'urgence de se sauver. Et ils sont partis avec l'idée d'aller aux États-Unis. Mais évidemment c'était un long périple. Ils sont arrivés en Bulgarie, où on leur a demandé leur nom, et c'était donc un nom arménien à rallonge, et ils leur ont dit « Oh, on va pas prendre ce nom-là. Quel est le nom de votre grand-père ?» Enfin, du père, du grand-père de M. Parsekov. Ils ont dit « Parsec ». Alors, vous allez vous appeler Parsekov, c'est-à-dire qui vient de Parsec, le fils de Parsec. Donc, il a changé de nom. Son prénom n'était pas Martin, mais quand il est arrivé en France, on l'a rebaptisé Martin, parce que sinon son prénom n'était pas compréhensible facilement. Et en plus, au moment de l'état civil à Marseille, ils se sont trompés sur sa date de naissance. Donc c'était un monsieur qui finalement n'avait plus ni nom, ni prénom, ni date de naissance authentique. Il avait petit à petit bâti une autre personnalité. Ce qu'il m'avait raconté, c'est que dès Marseille, il avait commencé à aller dans des salles de cinéma comme aide projectionniste. Il avait à peine peut-être 13 ou 14 ans. Et que donc vraiment tout de suite il a eu le virus
Ce qui fait qu'une partie de sa famille, elle est partie effectivement aux États-Unis. Il avait ses frères et sœurs qui étaient là-bas. Mais lui est toujours resté en France, notamment parce qu'il avait eu cette passion du cinéma et qu'il ne se sentait pas de partir ailleurs. Je sais aussi qu'il avait eu des salles de cinéma ou un circuit itinérant, ou peut-être même les deux, autour de Péage du Roussillon. Voilà, et puis il aurait créé la Palette. Il avait son logement au-dessus de la salle de cinéma et que, après avoir vendu de toute façon la salle, il continuait à y vivre parce que chaque soir, moi j'ai souvenir que chaque soir il était devant la Palette, devant les portes, à attendre le spectateur ou au moins à saluer tous les gens qui passaient, puisqu'évidemment au cours du temps il avait connu tout le monde. Et voilà, il a continué pendant longtemps à assurer un travail de projectionniste. Les Français vont de moins en moins au cinéma, et celui-ci est entré en 1987 dans une période de difficulté. La fréquentation des salles a diminué de 20% par rapport à l'année précédente. Ces derniers mois, une centaine de salles ont dû fermer. Ce phénomène de fermeture de salles risque même de s'aggraver dans les prochaines années. Or, le rôle culturel et social que joue la salle de cinéma est considérable. Nombre de communes subventionnent les exploitants en difficulté, garantissent leurs emprunts ou acquièrent le cinéma qui ne trouve plus d'exploitants. Le contexte étant posé, la mise en vente du fonds de commerce du cinéma La Palette de Tournu n'apparaît pas comme un phénomène isolé. C'était vraiment la période de ce qu'on appelle la loi Langue, la loi qui permettait à des communes de se porter acquéreurs de salles, mais en même temps, ça demandait des connaissances particulières que n'avaient pas forcément les mairies. Lorsque je suis arrivée le premier jour, on m'a remis les clés, je me souviens vraiment de ça, on m'a remis les clés, on m'a dit voilà, bah écoutez, allez-y, c'est à vous. C'est-à-dire, ils ne voyaient pas très bien, enfin, ils ne savaient pas très bien ce qu'ils voulaient faire de ce cinéma. Ce qui fait que c'est quand même un peu moi qui ai décidé d'en faire une salle à essai, et donc d'avoir aussi les subventions qui en font partie. Mais en tout cas, d'essayer de faire une programmation vraiment la plus large possible, c'est-à-dire qui s'adresse au grand public, mais aussi qui fasse un cinéma de qualité, un cinéma en version originale, sous-titré bien sûr, mais enfin voilà, il y avait quand même un certain nombre de films qui passaient en VO, ce qui à l'époque pour des petites villes comme ça n'était pas si évident. Il y a eu une orientation, je pense, en direction du jeune public qui a été quand même assez rapide, et notamment aussi à travers les dispositifs scolaires, puisque la Palette était devenue le coordinateur départemental de collèges au cinéma et aussi de écoles et cinéma lorsque le dispositif a été créé. Les rencontres cinéma droits de l'homme, je les ai mises en place en fait assez vite puisque la première édition a eu lieu en 1991. Je crois que c'était en fait pour lier les deux choses qui donnait du sens à ma vie, c'est-à-dire le cinéma, et en même temps cette défense des droits de l'homme, on va dire un sens large. Ça a été le premier festival, à ma connaissance, en France sur ce sujet. On essayait chaque année d'avoir une thématique qui a pu être la résistance, du colonialisme au racisme, par exemple. Et puis un hommage à un cinéaste. C'est comme ça qu'on a eu la chance incroyable de rencontrer Ken Loach. On accueillait d'une part donc des témoins, des responsables, aussi bien de Reporters sans frontières que Lucie Aubrac par exemple sur la question de la résistance.
Et en même temps, donc, il y avait aussi une partie avec des invités autour du cinéma. Je pense que vraiment, pour certains, ça a été des temps extrêmement forts et qu'on a eu, bon, je pense à, bon, évidemment, Lucie Aubrac, mais je pense aussi à Joël Kaufmann, qui était venu témoigner de son engagement dans la lutte pour obtenir le droit à l'avortement, et qui était une femme qui portait vraiment une parole. Voilà, donc il y a eu des moments très forts comme ça. Créée en 1989, l'association Cinémascope se propose d'être à l'initiative d'une dynamique autour du cinéma La Palette et de contribuer à l'animation culturelle de notre commune. Allez, on reste dans le cinéma avec La Palette à Tournu en Saône-et-Loire qui a célébré ses 20 ans hier. Un bel exemple de réussite du cinéma d'art et d'essai dans une petite ville de province. Marianne Picoche et Jean-François Guillemard. En plein centre de Tournu, une façade et un fronton caractéristiques d'un lieu qui a su garder sa personnalité. Celle d'un cinéma d'art et d'essai qui ne transige pas avec la qualité. Les animations organisées par une association de fidèles, regroupés autour de La Palette, lui ont donné impulsion et dynamisme. Ça a été des moments de délices, des choses incroyables qui sont passées ici. On a par exemple fait des nuits entières du cinéma, où on accueille les gens depuis la séance du soir jusqu'au petit déjeuner le matin avec les croissants. Il y a également en plus dans ce cinéma le choix de films anciens comme Noblesse oblige qui est passé il n'y a pas très longtemps, qui est une merveille, enfin plein de films comme ça anciens. Si La Palette a pu connaître des moments difficiles depuis la mise en place de la gestion municipale en 1988, son rôle dans la vie culturelle de Tournu est désormais bien ancré. Alors nous sommes arrivés à Tournu il y a un peu plus de 2 ans, en venant de Lyon où nous habitions juste avant. Et voilà, on a tout de suite aimé la ville qui nous emmène dans complètement autre chose que la grande ville, mais à partir de laquelle on fait beaucoup de belles rencontres, il y a un rythme de vie différent, et puis en même temps plein de choses qui sont déjà là sur place, toute une vie, et notamment le cinéma, qui était une des bonnes surprises parmi toutes les surprises que nous réservait Tournu, qui était d'avoir un cinéma qui fasse une programmation variée, qui comprenne aussi les vieux films. Il y a quand même un certain nombre de films qui passent avec des rencontres. Alors nous à plusieurs reprises c'était les réalisateurs de films qui sont à cheval entre documentaire et fiction, un plus proche documentaire, mais avec des rencontres très intéressantes. Il y a une programmation un petit peu multiple avec aussi une association qui faisait ses propositions, les festivals. Donc petit à petit, on a pu profiter au mieux de l'offre qui est assez variée. Les programmes sont bien, il y en a pour tous les goûts. D'installer le cinéma au Pas Fleuri. Oh mais c'est une hantise pour moi, parce qu'il est quand même au bout de ma rue, hein. Puis il est quand même au centre-ville.